Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Museum Connection Meetup. Je suis Claire Delongeau, je suis la directrice de Museum Connection. Et je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour ce Meetup dans lequel il va être question d'offres de restauration dans les musées et les lieux culturels, ou plutôt comment l'offre culinaire s'intègre dans le parcours du visiteur. Merci beaucoup à Karine Larue de Paris Musée et à Sophie Languillaume de la Cité du Vin d'avoir accepté de témoigner. Alors, comme d'habitude, Antoine Roland va animer une première partie d'échange entre nos invités et puis ceux qui le souhaitent pourront rester avec nous pour poser des questions, pour partager leur expérience et puis rejoindre du coup la salle de Karine ou celle de Sophie. Et puis au bout d'une quinzaine de minutes, vous pourrez changer de salle de façon à rencontrer chacune de nos intervenantes. Voilà, ça c'était pour les informations techniques. Je passe la parole à Antoine et on commence tout de suite. Très bon meet-up. Bonjour à tous et à toutes. Donc, déjà en préambule de ce meet-up, donc vous vous rappelez que les différents échanges que nous allons réaliser sont rediffusés en fait en replay sur le blog de Museum Connection et sur ces différents réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est donc l'expérience culinaire pour voir dans quelle mesure en fait différents établissements culturels articulent cette expérience culinaire avec le parcours de visite. Donc on va pouvoir échanger notamment sur cette thématique. Pour ce faire, nous allons accueillir en fait deux institutions, la Cité du Vin, donc institution bordelaise, et puis Paris Musée, réseau des musées de la ville de Paris de l'autre côté. Donc quelques mots sur la Cité du Vin pour vous la présenter brièvement pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas forcément. Donc la ville de Bordeaux est maître d'ouvrage et propriétaire du bâtiment. Néanmoins, en fait, cette cité est gérée par une fondation, la Fondation pour la culture et la civilisation du vin, jusqu'en 2028, pendant 12 ans. Donc elle a en charge l'exploitation, le développement de tout un ensemble de propositions pour valoriser les dimensions patrimoniales du vin. À ce titre, elle développe des projets et actions culturelles, éducatives et scientifiques. Elle fait évoluer régulièrement ses dispositifs, les contenus du parcours. D'ailleurs, à ce sujet, en fait, il y a un plan d'investissement de 7 millions d'euros qui est prévu d'ici à 2026 pour renouveler en fait, entièrement ce parcours permanent. Tout un ensemble d'expositions temporaires qui sont aussi proposées, un nombre d'événementiels très très riches, des projets coédités, en fait, des projets éditoriaux coédités aussi avec la Cité, et puis tout un ensemble de propositions culinaires et d'ateliers de dégustation. Donc tout ça, on aura l'occasion de reparler, bien sûr. Côté Paris Musée, donc un réseau de 14 musées de la ville de Paris, donc, qui existe depuis 2013, qui regroupe donc ces différents musées qui, en 2019, accueillaient à titre d'information plus de 3 millions de visiteurs, 1,1 en fait dans les collections permanentes et puis 744 000 dans les expositions temporaires. 3 missions principales à cet établissement. Donc, tout d'abord, enrichir et préserver les collections, programmer des expositions, réaliser des publications de haut niveau, développer et élargir les publics et aussi développer les ressources propres de cet établissement public. Et c'est dans ce cadre tout un ensemble d'activités de concession qui sont développées par Paris Musée. Donc, juste en quelques mots, vous présenter les offres culinaires qui vont particulièrement attirer notre attention. Il y en aura d'autres aussi au fur et à mesure de nos échanges qu'on évoquera. Côté Cité du Vin, donc deux offres principalement. Donc déjà au rez-de-chaussée, une brasserie-bar à vin avec un snack café qui est ouvert tous les jours, qui permet en fait d'accéder à une restauration à emporter ou à consommer sur place, en intérieur ou sur la terrasse en bord de Garonne. Cette brasserie est exploitée par le groupe Arôme. Et de l'autre côté, un restaurant panoramique, donc situé au 7e étage, le 7, avec une vue sur Bordeaux extraordinaire, une carte à base de produits régionaux avec aussi tout un ensemble de saveurs du monde, 500 vins à la carte, qui représentent 50 pays, environ 20 vins au verre. Le 7 a été créé en fait par un groupe qui s'appelle Maison Lacombe, qui est notamment propriétaire d'une brasserie à Bordeaux, par exemple Pupolin et la Fabia. Côté Paris Musée,
donc une offre extrêmement riche qui s'adapte en fait en fonction des lieux dans lesquels elle se développe. Nous avons une offre en fait composée par exemple de cafés-restaurants. L'un des plus connus et des plus historiques, c'est celui du Petit Palais avec ce jardin assez merveilleux. Donc un café-restaurant qui est piloté par Sodexo, des salons de thé et café, le musée de la vie romantique par exemple, la maison Balzac, la maison Victor Hugo, où en fait ces propositions sont pilotées plutôt par des partenaires tels que Rose Bakery ou Mulot. La maison Victor Hugo ayant été rénovée récemment, en fait, accueille depuis peu finalement en fait, ce type de propositions. Des terrasses éphémères aussi, qui sont proposées, telles que celle du musée d'art moderne, donc ouverte d'avril en octobre, avec un pop-up éphémère, le restaurant Galliera, qui propose aussi tout un ensemble de propositions gastronomiques, le salon de thé en fait, de Cognac G, et puis bien sûr un musée récemment réouvert, le musée de la ville de Paris par excellence, le musée Carnavalet, qui propose aussi une terrasse éphémère particulièrement remarquable. Donc des propositions extrêmement riches, on va avoir l'occasion d'en discuter, notamment avec nos deux intervenantes, donc Sophie Languillaume et Karine Larue. Donc nous avons le plaisir d'accueillir dans le cadre de cet événement. Donc Sophie est directrice de l'accueil et des ventes à la Cité du Vin, Karine Larue est responsable développement marketing et commercial à Paris Musée. À ce titre, elle gère toutes les activités de concession, notamment sur l'offre gastronomique et culinaire qui sont proposées dans ces deux établissements. Donc déjà, en fait, je vais me tourner peut-être pour commencer vers Sophie. Donc pour évoquer un peu plus en détail les offres culinaires proposées par la Cité du Vin. Donc déjà, en fait, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail en fait ces offres, comment elles ont été pensées, conçues, développées, quels sont les enjeux en fait qui sous-tendent celles-ci. Donc je vous laisse. Avec plaisir, Antoine. Bonjour à tous. Du coup, alors il y a deux grandes typologies d'offres à la Cité du Vin. Donc, on offre des espaces de restauration que vous avez présentés. Et puis, on a une petite nouveauté de la rentrée, donc je vais quand même en dire deux mots, qui sont nos nouveaux after-work avec des accords mets et vins. Donc, ce sont des ateliers. Et là, pour le coup, nous allons les gérer en interne. Voilà. Donc, sur les espaces de restauration, le choix a été fait de faire appel à des prestataires bordelais. Alors, suite à un appel d'offres, on n'est pas passé comme ça sans les contraintes des appels d'offres. Nous avons fait un appel d'offres et donc nous avons choisi deux prestataires locaux. Cet appel d'offres qui était le cœur du sujet, dès le départ, nous avons mis comme objectif que nous ayons une continuité en fait dans l'offre de restauration proposée par rapport au parcours de visite. Donc, l'histoire s'est un petit peu fait comme ça et puis après, on l'a construit ensemble. Donc, pour les espaces de restauration qui sont situés donc, au rez-de-chaussée, je rappelle que tous les espaces sont hors douane. Hein. Tout le monde peut venir, il n'y a pas de sujet, etc. Mais pour les espaces de restauration du rez-de-chaussée, le concept est construit autour de la cave, qui est une cave donc, qui comporte 800 références de vin, 14 000 bouteilles, donc, qui est conçue comme une bibliothèque. Et donc, l'offre de la brasserie a été développée pour justement mettre en valeur cette cave. Vous avez un grand choix de vins ouverts également et vous pouvez tout à fait choisir une bouteille à la cave et venir manger à la brasserie pour la déguster. Pour l'offre du 7e étage, donc il y a un restaurant panoramique, c'est pareil. Donc, Nicolas Lascombe est un très grand amateur de vin. Donc, ils ont développé avec son chef cuisinier toute une carte pour sublimer les accords mets et vins. Merci pour cette précision effectivement sur ces différentes offres. Où on voit en fait clairement qu'il y a un aspect local très fort, une véritable proximité en fait dans la création de ces différentes offres. C'est un peu ce qu'on avait évoqué notamment en préparant ce meet-up avec Karine qui insistait beaucoup sur la nécessité de faire beaucoup de veille et de mieux connaître en fait finalement les différents prestataires. Donc comment vous Karine, de votre côté, vous pensez, vous concevez, vous développez avec des partenaires les différentes offres qu'on a pu évoquer pour Paris Musée? Bonjour à tous. Oui, alors nous pour Paris Musée, effectivement, alors comme effectivement on a 13 restaurants, salons de thé, cafés, chaque problématique est très différente en fonction de chaque lieu. Donc effectivement, moi j'ai
j'ai pris le parti pris de faire une grosse veille permanente et d'aller rencontrer des gens pour essayer de comprendre un petit peu les acteurs, le secteur et pouvoir trouver des partenaires qui seraient potentiellement intéressés pour participer à nos appels d'offres et candidater sur nos différents projets. Donc ça, effectivement, c'est une étape qui me semble très importante. Après, nous, les offres, comment on est venu à développer ces offres food sur nos sites, c'est parti quand même d'une nécessité, d'un besoin, d'une demande de nos visiteurs qui du coup, dans l'expérience de la visite, avaient vraiment cette attente-là à laquelle on ne répondait pas toujours ou assez partiellement et pas toujours de manière très qualitative. Donc, on a vraiment un enjeu aussi de développer des offres qui soient à la hauteur des attentes de nos visiteurs, tout en restant accessibles, parce qu'on est voilà, on est le service public, donc l'idée c'est que nos offres soient accessibles à tous nos publics, ce qui est un enjeu pas toujours très simple avec nos différents partenaires. On n'a pas, voilà, il y a beaucoup d'investissements, il y a des données financières qu'il faut vraiment bien estimé pour pouvoir penser les bons concepts. Donc, les concepts, on les monte en fonction de chaque site. On définit un cahier des charges ensemble. Et dans ce cahier des charges, il y a évidemment toute la partie expérientielle qui est très importante par rapport à l'image du musée, au public qu'on accueille. Mais il y a également des contraintes techniques qui sont très fortes et qui viennent contraindre un petit peu le type d'offre qu'on peut proposer, notamment ne serait-ce que la surface disponible pour monter un café, un restaurant. Est-ce qu'il y a une extraction? Est-ce qu'il y a de la place de faire un office? Voilà, comment il faut penser son offre. Et en fonction de ça, ce n'est pas forcément les mêmes candidats du coup, qui sont intéressés ou pertinents. Donc, c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois. Ça, c'est, je pense, une donnée vraiment importante pour nous. Si je prends l'exemple du musée de la vie romantique qui a été cité en introduction, on est sur un musée qui n'est pas forcément très gros. L'espace n'est pas grand. Il y a un jardin qui est remarquable, qui est très, très, très agréable avec une serre. Mais il n'y a aucun espace pour mettre un office, une cuisine. Donc, il fallait trouver un partenaire qui puisse proposer une offre adaptée à ces contraintes techniques. Et effectivement, Rose Bakery a candidaté et Rose Bakery a juste à côté son laboratoire, son restaurant principal, donc il peut produire vraiment à côté du musée et alimenter du coup le restaurant de la vie romantique. Et donc, on contourne la contrainte technique et on est avec un partenaire dont l'image et la proposition collent tout à fait avec nous, l'image du musée. Donc, voilà, là, on arrive vraiment à trouver un bon équilibre. On a, nous, en tant que service public, cette volonté de toujours donner, proposer une offre accessible à nos publics. À la vie romantique, on est sur un ticket moyen aux alentours de 12 €, ce qui est quand même raisonnable. Donc voilà. Alors, sur ce projet-là, je pense qu'on a réussi à peu près, en fonction des contraintes et de l'image du musée, à proposer quelque chose qui satisfait vraiment nos visiteurs. Écoutez, merci. Donc, ce qui est intéressant effectivement dans vos deux prises de parole, c'est qu'on voit en fait finalement l'importance du sur-mesure et de l'adaptation finalement aux enjeux du public, avoir des offres accessibles, donc que ça soit à la Cité du Vin au rez-de-chaussée ou que ça soit en fait dans les différents lieux de Paris Musée, qui soient aussi qualitatives, bien en lien finalement aussi avec l'expérience de visite, avec la volonté en fait de coller à un concept et de coller aussi à une architecture. Et donc justement, autre question en fait qui nous semblait importante à aborder avec vous, c'est de décrire un petit peu plus quels sont les ingrédients finalement en fait selon vous qui permettent de mieux intégrer finalement l'expérience culinaire dans une expérience de visite globale, que ça soit en fait dans le positionnement architectural, dans le nom, dans l'aménagement du restaurant en tant que tel, ou dans des propositions culinaires dédiées. Donc, Karine, si vous voulez, je vous propose d'affiner un petit peu plus ce que vous avez commencé à évoquer pour qu'on rentre bien dans le sujet. Alors, comment on arrive à intégrer dans l'expérience de la visite au mieux ces propositions? Alors, il y a effectivement un enjeu qui me semble moins important pour un restaurant, pour une boutique, sur le positionnement dans l'espace. Alors, il y a la dimension que Sophie citait. Nous, tous nos restaurants ne sont pas forcément hors douane. On en a certains qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Effectivement, la dimension hors douane permet vraiment de capter un plus large public, d'avoir un public de destination plus facilement, d'avoir des horaires d'ouverture aussi peut-être plus adaptés aux attentes des clients de restaurants.
Nous, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça, c'est effectivement un élément important où on est quand même très contraint par l'architecture du site et on ne peut pas toujours voilà, tout faire adapter, évoluer. Néanmoins, contrairement à une boutique qui doit être vraiment située sur la fin de parcours de visite, un restaurant, on a envie, on a fini sa visite, on a envie de se poser, de manger, de boire. Donc, on le cherche un petit peu plus volontiers qu'une boutique qui doit être un peu plus immédiatement trouvée. Donc, l'enjeu pour moi, c'est plus le hors douane et sous douane pour un restaurant. Au niveau du nom, nous, on n'a pas toujours la même approche selon nos sites, comme je le disais tout à l'heure. On peut avoir une approche où effectivement, on va, dans notre cahier des charges, vraiment insister sur le fait qu'on a envie que le restaurant soit la prolongation de la visite, qu'il soit complètement intégré à l'esprit du musée. C'est vrai, par exemple, pour le musée Carnavalet, où là, on a une forme éphémère en ce moment, mais on va développer, ouvrir l'année prochaine le restaurant dans sa forme pérenne, où là, on a vraiment choisi un candidat qui a proposé une proposition qui s'inscrivait mais parfaitement dans le parcours de visite. Il a pensé à un nom qui fait écho à tout ce que représente ce musée. Ça nous paraissait important pour ce lieu que ça vienne s'inscrire comme ça. À l'inverse, sur un site comme par exemple la Maison Victor Hugo, où on a un partenaire qui est du coup la Maison Mulot, une pâtisserie du 6e arrondissement historique, qui avait historiquement d'ailleurs Place des Vosges également une pâtisserie. Là, on est plus dans un esprit comme avec Rose Bakery de co-branding en quelque sorte, où le partenaire va aussi générer lui un trafic, faire venir du monde du fait de la notoriété déjà qu'il a lui en tant que marque. Donc voilà, les positionnements ne sont pas toujours les mêmes. Donc à ce moment-là, effectivement, on demande évidemment que le concept soit adapté à notre site et qu'il y ait une histoire qu'on puisse raconter, mais moins fortement peut-être que ce qu'on va faire à Carnavalet ou ce qu'on va faire prochainement aussi au musée Bourdelle, où on avait cette attente de vraiment s'inscrire. Bourdelle, c'est une maison atelier du sculpteur Antoine Bourdelle. Donc, il y a vraiment une dimension, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. On trouvait ça dommage du coup de s'inscrire dans une logique qui soit trop co-branding et on voulait vraiment un restaurant qui s'inscrive dans l'âme de ce musée. Voilà, donc effectivement, la partie aménagement, architecture est très, très importante puisque c'est ce qu'on voit. Alors évidemment, l'offre, ce qu'on y mange est important, mais ça passe aussi par l'esthétique. Donc ça, c'est des enjeux qui sont très importants. Les candidats, en général, s'associent toujours à un architecte ou un décorateur pour proposer dans l'appel d'offres une proposition qui puisse faire sens et qui réponde à notre cahier des charges. Et c'est même parfois, on a eu aussi des cas d'architectes qui s'associaient à un restaurateur pour candidater. Donc, comme quoi la dimension aménagement est vraiment assez importante, je pense. Et aujourd'hui, l'évolution du monde de la restauration fait que c'est aussi une donnée un peu incontournable. On ne peut plus vraiment faire... voilà, c'est une donnée aussi importante que ce qu'on va manger dans le restaurant. Donc sur l'aménagement, effectivement, c'est une dimension sur laquelle on va revenir justement juste après avec Sophie, parce que en termes de geste architectural, l'offre culinaire aussi s'intègre en fait finalement dans un bâtiment qui est particulièrement emblématique. Il se concrétise aussi par une offre culinaire en fait dédiée au vu de la thématique de la Cité du Vin. Ce que vous évoquez, c'est notamment le fait que finalement, il y a vraiment tout un ensemble de partenariats à géométrie variable à envisager. Ça peut être du co-branding, ça peut être de la marque blanche. Enfin, on peut vraiment envisager tout un ensemble de types de partenariats, et le positionnement d'un parcours semble particulièrement clé, aussi bien en douane ou hors douane. Alors, je me tourne finalement vers Sophie. Par rapport à votre offre, donc dans votre établissement, dans votre lieu, comment vous avez envisagé effectivement ces différents degrés d'offre, que ce soit en fait l'offre en rez-de-chaussée accessible à tous avec des prix plutôt accessibles aussi, le set restaurant gastronomique et restaurant gastronomique, et puis toutes les offres d'ateliers de dégustation ou afterwork que vous proposez. Alors, effectivement, les espaces du rez-de-chaussée sont avec une offre accessible, notamment le snack, hein, puisque l'idée, c'est de faire une petite pause gourmande. On est plutôt sur de la pause café ou un petit sandwich voilà, après la visite.
La brasserie reste dans un positionnement de brasserie. Et le 7e étage, alors on n'est pas quand même au niveau d'un positionnement gastronomique, mais on est dans un restaurant panoramique, donc effectivement avec une offre un peu plus, avec un ticket moyen un peu plus élevé. Voilà. L'idée, c'était de pouvoir proposer 3 typologies d'offres dans ce bâtiment, qu'effectivement, il s'intègre parfaitement dans l'architecture des lieux, puisque nous avons eu la chance qu'en fait, l'architecte soit associé dans la construction. Donc, on a vraiment des restaurants qui sont parfaitement adaptés à notre lieu et qui reflètent ce lieu. Donc ça, c'était quand même une très, très grande chance. Donc avec des matériaux bois, des matériaux sombres, du laiton doré, des choses qui rappellent un peu l'univers un peu, j'allais dire, tamisé, voilà, des dégustations. Donc ça, c'était très, très bien. Et après, nous, on essaye de proposer aussi de nouvelles offres pour diversifier aussi ce qu'on peut faire. Donc, on a développé un partenariat avec l'ANA, qui est l'agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine, en fait, et qui donc nous a mis en relation avec des producteurs locaux. Et ces producteurs locaux vont nous aider à travailler sur une offre d'accords mets et vins. Et donc, 2 fois par mois, à partir de ce mois-ci, nous proposerons des accords mets et vins. Alors, vous aurez vin et charcuterie, vin et fromage, vin et pâtisserie, uniquement avec des producteurs locaux qui donc mettent en avant leur production. Voilà un petit peu notre nouveau projet. Donc, ce partenariat-là, il est très important. Après, on en reparlera effectivement à la fois pour la région. Et par contre, il y a quand même là, je rejoins Karine sur un certain nombre quand même de points. Les plans de maîtrise sanitaire, etc., il y a quand même pas mal de petites choses à prévoir. Donc, c'est vraiment cette intégration, effectivement, dans l'architecture qui semble particulièrement forte aussi pour créer une continuité avec le parcours de visite. Donc, notamment, je crois que l'architecte en question qui a aménagé donc la brasserie, c'est Laurent Quartz, c'est ça? Laurent Quartz. Quartz, ouais. Voilà, merci. Donc, avec un code couleur en fait qui rappelle donc le reste du parcours, et puis aussi dans la carte, ça se matérialise avec une offre de vin extrêmement diversifiée. Est-ce que vous pouvez en dire peut-être 2 mots en fait pour voir, là c'est un ingrédient plus particulier au vu de la thématique dans laquelle vous êtes, où finalement l'expérience de visite se matérialise d'un point de vue culinaire, notamment avec une offre de vin particulièrement emblématique. Alors, le parcours de visite à la Cité du Vin, du coup, il y a un parcours permanent qui est composé de différents modules. C'est le temps de visite moyen étant 1h30, 2h. Donc, différents modules qui représentent le vin dans toutes ses dimensions. Donc, ce n'est pas uniquement la dégustation du vin, l'élaboration du vin. Il y a vraiment toute cette partie que vous citiez en introduction sur l'environnement culturel du vin. Donc, on propose un parcours qui va vous immerger dans le patrimoine collectif qu'est le vin et universel qu'est le vin. Ce parcours de visite donc, dure à peu près 2 heures et est complété par un verre de vin de dégustation donc, qui est situé au 8e étage donc, et qui vous propose une offre entre 16 vins du monde. Donc, on a des partenaires vins qui, donc, effectivement, vont proposer à nos visiteurs de déguster leur production. Une fois qu'on avait fait ce parcours de visite, qui est le parcours que nous proposons classiquement, en dehors des expositions, on voulait vraiment que les restaurants, du coup, proposent aussi un grand choix de vins, y compris de vins au verre, parce que c'est quand même important de pouvoir aussi juste prendre différents verres. Et donc, les 2 restaurants, que ce soit le restaurant panoramique ou la brasserie, ont joué le jeu et proposent chacun, alors le restaurant panoramique, c'est un choix de 32 vins au verre, et la brasserie, c'est 25 vins au verre. Donc, vraiment, vous pouvez compléter votre expérience de visite. Vous montez, vous buvez un verre, par exemple, d'un vin d'Afrique du Sud ou d'un vin de Bordeaux. Puis après, vous vous dites, j'aurais bien testé justement un vin du monde. Vous descendez et vous pouvez tout à fait le faire donc, chez nos partenaires. Écoutez, merci pour cette précision. Effectivement, côté public, alors en fait, comment sont accueillies ces différentes offres? Est-ce que vous auriez éventuellement quelques chiffres à évoquer, je me laisse peut-être déjà à Karine, en termes de fréquentation ou des retours plus qualitatifs, en fait, pour voir quels sont les témoignages finalement en fait, qui ressortent de ce type d'offres, parce qu'effectivement, vous avez un souci donc, du public qui est particulièrement important, que ce soit l'une ou l'autre. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
Oui, alors en termes de fréquentation, il y a, je dirais, peut-être des cas un peu différents. Il y a des sites où on est vraiment sur des restaurants qui vont surtout capter le flux de nos visiteurs. C'est le cas du Petit Palais, par exemple, qui est vraiment situé complètement sous douane, il n'a pas du tout pignon sur rue. Donc, c'est vraiment une étape du parcours de visite. Donc là, c'est très, très lié à notre fréquentation. Il y a une corrélation qui est vraiment très forte. Donc là, en ce moment, par exemple, c'est difficile. En 2000, je sais plus, en 2018, je crois, il y avait une très très belle fréquentation au Petit Palais. Forcément, c'était la même chose pour le restaurant. Et puis, on a les cas de restaurants qui sont vraiment avec un objectif de développer aussi un public de destination, de faire venir aussi un nouveau public dans nos musées. Et ça, c'est beaucoup de nouveaux sites qu'on a créés dernièrement et qui sont juste ouverts. C'est le cas notamment du MAM, ça va être le cas de Carnavalet. Donc là, dans ce cas-là, on est sur des offres qui sont un petit peu, on va dire, à deux vitesses. Il y a une offre de journée qui doit être plus accessible. Et puis, les restaurants sont ouverts le soir également, quand le musée est fermé. Et dans ces cas-là, le concessionnaire a une plus grande liberté sur le positionnement qu'il souhaite donner à son offre le soir. Ça, on le teste, c'est assez nouveau chez nous. C'est des sites qui sont quand même très grands, où il y a eu des investissements très importants de la part des concessionnaires. Et donc, il y a un modèle économique qui n'est pas simple à trouver, un équilibre qui est vraiment assez complexe. Et donc là, parfois, on peut avoir d'excellents retours sur notamment la qualité des offres qu'on va proposer. Je pense notamment au restaurant du MAM qui a ouvert récemment. Mais des critiques peut-être un petit peu plus pour certains de nos publics sur l'accessibilité de cette offre, même si en journée on a pensé à un menu vraiment très accessible pour tous. Il y a aussi une carte plus grande avec, voilà, on n'a pas comme à la Cité des Vins la possibilité de faire deux espaces, comme c'est souvent le cas dans les sites et ce qui est assez idéal. Un espace vraiment plus de brasserie ou finger food, chose plus accessible, et un resto avec plus gastronomique qui permet, voilà, de proposer, d'avoir différentes propositions pour les publics. Comme ça, on ne peut pas le faire, on n'a pas assez d'espace. Voilà, on essaye de trouver un équilibre entre une offre du midi plus accessible, une offre du soir où le concessionnaire peut un peu plus s'y retrouver. Voilà, donc ça, c'est sujet parfois à critique. Aujourd'hui, on n'a pas encore mis en place d'études qualitatives sur nos offres. On devait commencer en 2020, mais malheureusement, avec la crise sanitaire, on a du coup ajourné ce projet. Mais on a vraiment un objectif de mettre en place des études qualitatives pour avoir des retours qu'on puisse vraiment analyser précisément sur comment sont perçues ces offres, comment les faire évoluer pour mieux répondre aux attentes de nos visiteurs. Et les outils qu'on peut utiliser, j'ai certains concessionnaires qui eux-mêmes, via notamment leur logiciel de réservation, arrivent à avoir des retours assez fiables des expériences de leurs clients. Donc ça, c'est des choses qu'on va vraiment être amené à développer. Mais aujourd'hui, j'ai malheureusement, mis à part les témoignages qu'on peut trouver sur Google ou notre livre d'or, des choses comme ça, on n'a pas vraiment beaucoup de données exploitables pour avoir des retours assez fiables, quoi, des analyses fiables. Ce qui semble particulièrement évident dans ce que vous évoquez, c'est vraiment en fait se distinguer entre offre douane et hors douane, avec d'un côté un public de destination, puis de l'autre côté un public en fait plutôt lié au parcours. Ça, c'est peut-être une des premières choses qu'on semble retenir en fait de cette intervention. La deuxième chose, c'est peut-être aussi le fait que il y a un équilibre à trouver finalement avec vos partenaires en termes de fréquentation, d'accessibilité des prix, et puis en même temps en fait de rentabilité. Donc c'est l'équilibre qui va aussi permettre peut-être de créer une offre qui soit la plus désirable possible en fait pour des publics. Et puis ce troisième point en fait qui est particulièrement clé, c'est la capacité à évaluer en fait ces différentes offres, où un prestataire peut aussi vous aider, où il y a peut-être aussi des études à envisager pour pouvoir en fait mieux connaître ces publics, mieux les servir, au même titre que des publics en fait
d'un parcours en fait, de visite donc plus classique. Du côté de Sophie, alors comment vous envisagez en fait, quels ont été les retours en termes de fréquentation et ou qualitatifs de ces différentes offres, alors en période plus normale, on va dire, avant le tsunami du Covid? Alors, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très positif, c'est qu'on commence à avoir, les restaurants commencent à être connus, en fait, pour eux-mêmes aussi, et on attire de plus en plus un public local qui revient. Et donc, ça, on s'en rend vraiment compte. Donc, notamment, le restaurant panoramique qui devient quand même un lieu incontournable pour un dîner romantique, voilà, une vue, ou un dîner d'affaires avec vue sur Bordeaux. Donc, ça, on voit vraiment arriver une clientèle différente. Et la brasserie, en fait, c'est la même chose. Nous sommes dans un quartier de Bordeaux qui s'est beaucoup, beaucoup développé. On a maintenant une clientèle de bureau, une clientèle de midi qui vient du coup nous rendre visite. Donc, on se dit que bon, s'ils viennent relativement régulièrement, c'est qu'au final, ça doit bien se passer. Oui, donc ça c'est assez manifeste, effectivement, une bonne fréquentation, ça prouve qu'il y a quand même une offre qui est assez bonne. Ce qu'on constate aussi, a priori, hein, les chiffres de la rentrée en termes de fréquentation semblent assez bons en fait, dans différents musées. On semblerait assister en fait, à un retour de la fréquentation. Donc, ça va permettre aussi de relancer tout un ensemble d'offres telles que vous les avez évoquées. Peut-être une dernière question en guise de réouverture avant de passer en groupe. Est-ce que vous auriez quelques projets comme ça en tête que vous souhaitez développer dans les prochains mois? On avait un peu échangé là-dessus lors de la préparation de ce meet-up. Donc, Sophie, peut-être si vous voulez commencer. Donc, quels sont les différents projets auxquels vous commencez à réfléchir pour optimiser cette offre ou l'enrichir? Alors, sur l'optimisation de l'offre, on réfléchit notamment avec les espaces extérieurs, voire inclure des espaces extérieurs. Donc là, je vais rejoindre les projets de Karine. On a commencé à travailler avec la ville de Bordeaux cet été sur beaucoup de soirées. On a accueilli beaucoup de soirées là, depuis 2 mois. Donc, on a eu une offre complètement différente avec des food trucks, des choses comme ça. Donc, pourquoi pas, en 2022, peut-être nous aussi faire un bar éphémère un peu différent à la Cité du Vin, autour des vins du monde ou un autre thème. On va voir. Donc, une offre éphémère. Et Karine, alors, côté Paris Musée, quelles sont les différentes offres que vous envisagez? Alors, nous, effectivement, les offres éphémères, on les a testées cette année et on est très satisfaits. Alors, c'est des chantiers assez compliqués à mettre en place. Néanmoins, nous, on a eu des très bons chiffres là sur l'été. Ça a vraiment très bien fonctionné. Il y a un effet com, forcément la presse s'en empare, surtout là on était en plus un peu voilà, l'été arrivait, on pouvait retourner au restaurant, mais les extérieurs en plus étaient plutôt favorisés, donc on a bénéficié finalement d'une conjoncture qui a sur ce type de projet été favorable. Donc ça, je pense que c'est des opérations qu'on va essayer effectivement de renouveler. Ensuite, moi, une offre qu'on essaye de développer avec nos partenaires de plus en plus, plus sur nos aspects peut-être un peu privatisation en dehors des espaces, des horaires d'ouverture de nos musées. Ça va être des offres petit déjeuner ou after work qui vont du coup être développées en partenariat avec nos concessionnaires. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille actuellement. Et puis, pourquoi pas, sur certains sites, aller aussi vers des ventes un peu type épicerie pour aller un petit peu plus loin et pouvoir rapporter chez soi voilà, un petit produit alimentaire qui puisse prolonger l'expérience de la visite, comme on dit. Voilà. Et le musée Bourdelle, donc, qu'on avait évoqué aussi, qui est en cours Oui. de reconfiguration. Voilà, exactement. Au musée Bourdelle, on n'avait pas d'espace de restauration. Il y a des grands travaux là, qui ont été lancés, surtout structurels. Pour ce musée, il y avait des vrais sujets techniques. Et donc, on a profité de ces travaux pour également réfléchir. C'est la directrice du musée qui, du coup, avait proposé
de réfléchir à la création d'un espace de restauration. Et effectivement, il y avait un espace dans le musée qui était l'ancien appartement de la fille de Antoine Bourdelle, qui s'appelait Rodia Bourdelle, qu'elle partageait avec son mari qui était designer, décorateur, qui s'appelait Michel Dufay. Et donc, on a restauré vraiment l'appartement tel qu'il était quand ils y vivaient. Et on y crée un espace café, salon de thé, ouvert pendant les horaires d'ouverture du musée, donc en journée uniquement, mais avec une terrasse vue sur le jardin. Ça va être assez magnifique. Et je pense que ça deviendra très vite un lieu de destination pour le quartier, notamment le public de bureaux, au-delà de nos visiteurs, évidemment. Merci en tout cas voilà, pour cette première partie qui a permis de mettre en avant à la fois la pertinence d'offres culinaires pour enrichir un parcours de visite, mais aussi pour créer de véritables offres de destination en fait, à part entière, qui permettent d'accueillir en fait, des publics autres que les visiteurs de musées. Et puis la volonté aussi de développer et d'étoffer ces offres par des offres éphémères, en fait, telles que vous les avez envisagées, par des offres de privatisation, par des offres aussi hors les murs, avec tout un ensemble de projets aussi d'épicerie, de vente à emporter. Donc là aussi, il y a tout un ensemble de projets extrêmement riches autour de ça, ce qui permet de reboucler avec un des premiers meet-up de l'année, où on avait évoqué notamment tous les enjeux en fait, de différents châteaux en fait, dans la façon de développer leur marque par des produits en fait, qu'ils ont créés et transformés au sein de leur mur. Donc voilà une petite référence aussi à d'autres meet-up. Donc, pour la partie publique, c'est fini. Vous retrouverez en fait la rediffusion de ce meet-up sur les réseaux sociaux et le blog de Museum Connection. Pour ceux et celles qui le souhaitent, nous pourrons rester en groupe. Nous aurons l'occasion de partager de façon beaucoup plus en catimini,